Un hélicoptère se pose dans une cour privée, l'électricité est coupée, des soldats franchissent une clôture, frappent des gardes, emportent un opposant politique vers un lieu inconnu. À partir de cet instant, ce n'est plus une arrestation, c'est une disparition. Ce qui change tout, ce n'est pas seulement l'enlèvement de Bobi Wine, c'est le fait que les Nations Unies interviennent officiellement. Quand l'ONU parle, ce n'est jamais pour un détail, c'est parce qu'une ligne a été franchie. Ibrahim Traoré ne réagit pas à chaud, il comprend ce signal pour ce qu'il est, une alerte stratégique. Quand une instance internationale accuse un État de détention arbitraire et de disparition forcée, le dossier sort du cadre national. À partir de là, l'argument de la souveraineté interne cesse de protéger. L'ONU ne décrit pas une bavure, elle décrit une méthode, force militaire. Moment électoral, isolement total du détenu, silence imposé, ce n'est pas un excès, c'est un système. Et surtout, le timing n'est pas neutre. L'enlèvement survient pendant le comptage des votes, pendant que des irrégularités sont dénoncées, pendant qu'une contestation électorale prend forme. Quand un opposant disparaît à ce moment précis, ce n'est plus une question de sécurité, c'est une décision politique. À partir de là, une bascule s'opère. Ce que l'État accepte de faire une fois devient une option réutilisable. Quand l'enlèvement devient tolérable, l'élection devient décorative. Le message implicite est clair. Les bulletins peuvent être annulés par des bots, la loi peut être suspendue par un retort, l'ONU nomme cela sans détour, violation grave des droits fondamentaux, et quand ce langage apparaît, les conséquences ne sont plus théoriques. Sanctions, isolement, judiciarisation internationale. Ce dossier ne concerne plus un homme, il concerne ce que l'Afrique accepte de normaliser. Et une fois que le monde regarde, le silence devient un choix. Quand les Nations Unies parlent de disparition forcée, ce n'est pas une formule morale, c'est une qualification juridique. Et une fois ce mot prononcé, le terrain change. Ibrahim Traoré le sait, ce vocabulaire n'apparaît que lorsque les preuves sont déjà verrouillées. Vidéo, témoignages, chronologie, chaîne de commandement, rien de spontané, tout est traçable. L'hélicoptère n'est pas un symbole, c'est un message de puissance verticale. Il ne frappe pas une foule, il cible un individu précis à un moment précis pour un effet précis. Faire taire. Quand l'électricité est coupée, ce n'est pas pour désorienter, c'est pour isoler. Quand les gardes sont neutralisés, ce n'est pas pour se défendre. C'est pour éliminer les témoins. Quand aucun mandat n'est présenté, ce n'est pas un oubli, c'est une décision. À ce stade, le pouvoir ne teste plus la loi. Il la contourne. L'ONU ne s'arrête pas à l'acte. Elle regarde le contexte. Et le contexte est explosif, un scrutin contesté, un opposant qui parle, une population qui attend. Dans ce cadre, enlever Bobi Wine revient à suspendre le processus démocratique sans l'annoncer. Pas de coup d'État visible, pas de chars dans la rue, juste un silence imposé au point exact où la contestation pouvait s'organiser. C'est là que l'affaire devient continentale, parce que si cette méthode fonctionne une fois, elle devient un modèle. Un modèle discret, exportable, nié publiquement, reproduit officieusement. Traoré ne parle pas d'un homme, il parle d'un précédent. Quand un État comprend qu'il peut neutraliser un adversaire sans procès et survivre diplomatiquement, la tentation devient structurelle. À partir de là, l'opposition ne débat plus, elle calcule le risque de disparaître, et quand ce calcul s'installe, la démocratie cesse d'être un mécanisme, elle devient un décor fragile. L'ONU, en intervenant, ne protège pas seulement Bobi Wine, elle envoie un avertissement à tous les régimes tentés par cette dérive. La question n'est plus « ont-ils le droit ?», la question devient « qui sera le prochain ?» Et surtout, qui laissera faire ? À partir du moment où l'ONU évoque des sanctions et la Cour pénale internationale, le dossier cesse d'être symbolique. Il devient coûteux. Ibrahim Traoré comprend une chose essentielle, les conséquences ne tombent jamais d'un coup, elles s'accumulent, elles encerclent. D'abord, l'isolement. Personne ne l'annonce officiellement, mais les invitations se raréfient, les partenariats ralentissent, les portes se ferment sans bruit. Ensuite, la personnalisation de la responsabilité. Ce ne sont plus des institutions qui sont visées, ce sont des noms, des comptes, des déplacements. Quand l'ONU parle de gel d'avoir et d'interdiction de voyage, ce n'est pas une punition
définition collective. C'est une fracture interne du pouvoir parce que à partir de là, chaque responsable commence à se poser une question simple: jusqu'où suis-je prêt à suivre? C'est ainsi que les régimes se fissurent, pas par la rue, par le doute. Mais le point le plus dangereux n'est pas international, car il est domestique. Quand un État enlève un opposant sans l'assumer publiquement, il envoie un message contradictoire à sa propre population. Il affirme être fort, mais il agit comme s'il avait peur. Et cette peur est visible. Les jeunes regardent, ils comprennent que le vote ne protège plus, que la parole expose, que la loi ne fait écran que tant qu'elle arrange. À partir de là, deux chemins apparaissent, soit la résignation, soit la radicalisation. Quand les voies légales sont perçues comme inutiles, les alternatives deviennent séduisantes. Et c'est là que l'instabilité commence réellement. Traoré ne romantise pas la contestation. Il analyse une mécanique. Chaque disparition politique réduit l'espace pacifique. Chaque silence officiel augmente la probabilité de rupture. L'ONU le sait. C'est pour cela qu'elle insiste sur le caractère non isolé de l'affaire. Des morts post-électorales, des journalistes arrêtés, des manifestants dispersés par la force, pris séparément, chaque fait peut être minimisé. Pris ensemble, ils dessinent une trajectoire. Et une fois qu'une trajectoire est identifiée, elle est difficile à nier. Ce qui est en jeu n'est donc pas seulement la libération d'un homme, c'est la question suivante: jusqu'où un pouvoir peut-il aller avant que le coup dépasse le contrôle? À ce stade, ignorer l'avertissement ne signifie pas gouverner, cela signifie parier. Et tous les paris ne se gagnent pas. À ce point précis, le silence devient une stratégie, pas une absence de réponse, un calcul. Ignorer l'ONU, ce n'est pas nier ses mots, c'est tester ses limites, mesurer jusqu'où le monde est prêt à regarder sans agir. Ibrahim Traoré ne décrit pas un dirigeant isolé, il observe un mécanisme de pouvoir ancien. Gagner du temps, user l'attention, transformer l'indignation en fatigue, car l'ordre international fonctionne aussi à l'épuisement. Chaque jour sans réaction ferme normalise l'anormal. Chaque délai redéfinit ce qui est acceptable. C'est là que le danger s'installe. Quand un État ne révèle pas le lieu de détention d'un opposant, il ne cherche pas seulement à le faire taire, il teste la mémoire collective. Il parie que le bruit retombera avant que le coup n'explose. Mais ce pari n'est jamais neutre. À l'intérieur, les forces de sécurité observent, les juges observent, les fonctionnaires observent, et chacun ajuste son seuil moral. Quand l'ordre vient d'en haut et que la sanction ne tombe pas, l'obéissance cesse d'être exceptionnelle, elle devient routinière. C'est ainsi que les systèmes glissent, pas par un décret brutal, par une série de renoncements silencieux. L'ONU, en parlant de crimes relevant du droit international, tente précisément d'interrompre ce glissement. Elle rappelle que certaines lignes, une fois franchies, ne se négocient plus, qu'il existe des actes qui ne vieillissent pas bien, qui restent ouverts, qui reviennent. Traoré le sait, les dossiers de disparition ne meurent jamais vraiment. Ils s'endorment, puis ils se réveillent dans un autre contexte politique, et quand ils se réveillent, ils frappent plus fort. C'est pour cela que l'avertissement vise aussi l'avenir, pas seulement l'instant présent. Car si Bobi Wine est libéré tardivement, le précédent demeure, et si rien ne change structurellement, la prochaine crise sera plus rapide, plus violente, moins contrôlable. À ce stade, le pouvoir n'est plus face à une injonction morale. Il est face à un choix stratégique: corriger la trajectoire ou l'assumer jusqu'au bout. Et ce choix ne concerne pas seulement un homme au sommet, il engage tout un appareil, toute une génération politique. Car une fois que la disparition devient un outil envisageable, le retour en arrière n'est jamais gratuit. Il laisse des traces, dans la peur, dans la défiance, dans la rue. La question n'est donc plus: que dira l'ONU demain? La vraie question est: que restera-t-il du contrôle quand la peur changera de camp? À ce stade, l'affaire dépasse définitivement l'État concerné. Elle devient un miroir pour tout le continent. Quand une disparition politique se produit sans rupture immédiate du système international, une idée dangereuse commence à circuler, silencieuse, persistante, l'idée que c'est faisable.
Ibrahim Traoré ne parle plus de Bobi Wine, il parle de contagion parce que les régimes ne copient pas les discours, ils copient les méthodes qui survivent. Si un leader peut neutraliser un opposant, traverser une tempête médiatique, absorber une condamnation verbale et rester en place, alors cette option entre dans la boîte à outils du pouvoir, pas comme une exception, comme une réserve. C'est là que l'Afrique se retrouve face à elle-même. Chaque silence régional devient un signal, chaque prudence diplomatique devient une permission indirecte. Quand l'Union africaine hésite, ce n'est pas perçu comme de la neutralité, c'est perçu comme une marge de manœuvre. Traoré comprend que le vrai combat ne se joue pas à New York, il se joue à Addis Abeba, à Abuja, dans les capitales africaines, parce que si le continent accepte qu'un processus électoral puisse être suspendu par la force sans conséquence africaine immédiate, alors la démocratie cesse d'être une norme régionale. Elle devient une option conditionnelle, et une option peut être retirée. L'argument du développement, souvent invoqué pour relativiser les abus, perd ici toute crédibilité, car aucune route, aucun barrage, aucun indicateur économique ne compense un système où le pouvoir n'a plus besoin de convaincre, seulement d'imposer. À partir de là, la logique change. Les opposants ne cherchent plus à gagner, ils cherchent à survivre. Les citoyens ne votent plus pour choisir, ils votent pour éviter le pire. Et quand la politique se réduit à la peur, la stabilité devient illusoire. Traoré ne propose pas une croisade morale, il pose une équation froide. Plus la répression est banalisée, plus le coût futur est élevé. Parce que chaque génération observe la précédente, elle apprend ce qui est toléré. Elle ajuste ses limites. Si la disparition devient un outil politique acceptable aujourd'hui, demain la contestation ne sera plus pacifique. Elle sera clandestine, fragmentée et donc plus imprévisible. C'est pour cela que la question posée par cette affaire n'est pas « Bobi Wine doit-il être libéré ?» La vraie question est « Quel type de pouvoir l'Afrique est-elle prête à normaliser ? Un pouvoir qui accepte le contrôle ou un pouvoir qui le contourne, un pouvoir qui dialogue ou un pouvoir qui neutralise ?» Car une fois que le précédent est installé, il ne touche pas seulement les dirigeants, il transforme les sociétés. La méfiance remplace l'espoir, la ruse remplace la participation. La colère s'accumule sous la surface et l'histoire montre une chose constante. Les systèmes qui gouvernent par la peur gagnent du temps, mais ils perdent l'avenir. À ce stade, l'inaction n'est plus une absence de décision, c'est une décision en soi. Et elle engage tous ceux qui regardent sans parler. À partir de ce point, 3 trajectoires se dessinent. Aucune n'est neutre, aucune n'est sans coup. Première trajectoire, l'avertissement est accepté. Bobi Wine est libéré. La pression retombe partiellement, mais même dans ce scénario, rien ne revient à l'état initial. La libération ne gomme pas l'acte. Elle reconnaît implicitement qu'une ligne a été franchie et qu'elle ne pouvait pas être tenue. Dans ce cas, le pouvoir sauve du temps, pas de la confiance. Les citoyens retiennent une chose: le rapport de force a fonctionné. Deuxième trajectoire, l'avertissement est ignoré, le silence devient prolongé, la normalisation s'installe. Les sanctions arrivent rarement comme un choc brutal, elles arrivent par couches, par restrictions ciblées, par mise à l'écart progressive. L'économie absorbe d'abord, puis elle répercute, et quand la pression atteint la population, le pouvoir accuse l'extérieur, c'est un schéma connu, mais il ne stabilise jamais durablement, parce qu'à l'intérieur, la peur ne disparaît pas, elle change de forme. Elle devient rage contenue. Troisième trajectoire, la plus dangereuse. L'affaire s'enlise, ni libération claire, ni condamnation décisive. C'est le scénario de l'érosion. Dans ce cas, l'opposition comprend que parler est inutile, le pouvoir comprend qu'agir dans l'ombre est possible, et la société comprend que la règle est devenue floue. Quand les règles deviennent floues, chacun improvise, et l'improvisation politique est toujours instable. Ibrahim Traoré n'annonce pas l'avenir, il met sous pression le présent, parce que chaque jour, sans clarification, renforce la pire option, celle où plus personne ne croit au cadre commun. La démocratie ne meurt pas toujours par un coup d'État, parfois elle se dissout, dans l'attente, dans le flou, dans la peur d'être le prochain. À ce stade, l'enjeu dépasse les institutions, il touche la psychologie collective. Quand un peuple apprend que la disparition est possible, il ajuste ses rêves, il réduit ses ambitions, il intériorise des limites invisibles, et ces limites sont plus efficaces que n'importe quelle répression ouverte. C'est pour cela que cette affaire est un point de bascule, pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est pédagogique.
Elle enseigne ce qui est permis et ce qui ne l'est plus. La question n'est donc pas seulement quelle décision sera prise. La vraie question est quelle leçon sera retenue. Et cette leçon façonnera la prochaine décennie politique. À ce stade, le regard se déplace. Il ne se fixe plus uniquement sur le pouvoir. Il se tourne vers ceux qui observent, les partenaires régionaux, les dirigeants voisins, les institutions africaines. Car l'histoire montre une constante. Les précédents ne s'imposent pas par la force seule. Ils s'imposent par l'acceptation silencieuse. Ibrahim Traoré réduit progressivement la place du nom propre parce que le vrai sujet n'est plus un homme, c'est un écosystème politique. Quand une disparition politique survient et que les capitales africaines restent prudentes, le message est décodé immédiatement, pas comme de la diplomatie, mais comme une tolérance conditionnelle. Cela crée une hiérarchie implicite. Certains abus sont condamnables, d'autres sont négociables. Et une fois que cette hiérarchie existe, elle structure les comportements. Les dirigeants comprennent qu'il n'existe pas de ligne rouge continentale claire, seulement des lignes mouvantes, adaptables aux rapports de force. Les oppositions, elles, comprennent autre chose, qu'elles ne peuvent compter ni sur la loi seule, ni sur la solidarité régionale automatique. Elles doivent recalculer. C'est ainsi que la politique se durcit, pas par idéologie, par anticipation. Quand l'espace civique se rétrécit sans réaction collective, les stratégies changent, la modération devient un risque, la visibilité devient une faiblesse, et à long terme, ce sont toujours les sociétés qui paient à ce déplacement. Traoré n'appelle pas à l'ingérence, il appelle à la responsabilité. Il rappelle que l'Union africaine n'est pas un club de survie des régimes, mais un cadre censé protéger des principes communs. Quand ces principes ne sont pas activés, ils perdent leur valeur dissuasive, ils deviennent décoratifs, et un principe décoratif n'arrête rien. La disparition d'un opposant n'est pas seulement une affaire de droits humains, c'est un test de cohérence régionale. Soit le continent montre qu'il peut traiter ce type de crise sans attendre une pression extérieure, soit il accepte implicitement que la norme soit définie ailleurs. Dans les deux cas, le message est entendu à l'intérieur, à l'extérieur, car le pouvoir observe toujours les réactions plus que les discours, et ce qui n'est pas sanctionné aujourd'hui devient une option demain. À ce stade, ne rien faire n'est plus de la prudence, c'est un alignement, et chaque alignement a un prix politique. Il ne reste plus qu'un espace. Celui du choix conscient, pas seulement pour un dirigeant, mais pour tous ceux qui composent le système. Quand une disparition politique survient, chacun décide où il se situe, par la parole, par l'acte ou par le silence. Le silence n'est jamais vide, il structure l'avenir. Si cet épisode est accepté comme une parenthèse regrettable, alors la leçon est claire, la force peut suspendre la démocratie sans coût immédiat. Et cette leçon sera réutilisée. Si au contraire il est traité comme une rupture inacceptable, alors un autre message circule. Certaines lignes ne se franchissent qu'une fois. Ce moment est donc un révélateur, il montre ce que les discours démocratiques valent face aux risques réels. Il montre si les principes sont conditionnels ou non. L'enjeu n'est plus Bobi Wine, il ne l'est plus depuis longtemps. L'enjeu, c'est la normalisation, ce qui devient possible, ce qui devient pensable, ce qui devient répétable. Une société ne bascule pas d'un coup, elle s'habitue à l'absence, à l'injustice ciblée, à la peur rationalisée, et quand l'habitude s'installe, la résistance devient coûteuse, socialement, psychologiquement, politiquement. C'est pour cela que ce moment ne peut pas être oublié, pas parce qu'il choque, mais parce qu'il enseigne. À long terme, ce sont toujours ces moments-là qui redessinent les trajectoires, pas les discours officiels, pas les promesses. La question finale n'est donc pas qui a raison. La vraie question est plus inconfortable. Qu'allons-nous accepter pour rester silencieux? Car chaque acceptation construit le futur et chaque renoncement prépare le suivant. Penser que cela ne concerne qu'un pays est une erreur stratégique. Penser que cela passera est une illusion. Les systèmes se souviennent, les peuples aussi.